Bienvenue à Détective Éternels. Ce soir, nous entrons dans le monde de Miss Marple dans le casse-tête du magicien de scène à la retraite. Un dernier rideau cache plus qu'une illusion, il dissimule un secret mortel. D'où venez-vous nous rejoindre? Dites le nous ci-dessous. Maintenant, allumez une bougie, installez-vous et laissez le mystère commencer. L'après-midi d'été pesait lourd sur St. Mary Mead, l'air étant suffisamment chaud pour endormir même les abeilles du jardin du presbytère. Pourtant, au sein de l'effervescence joyeuse du village, une vague d'excitation s'était emparée de lui. La nouvelle s'était répandue que M. Aloysius Grayling, un magicien de scène à la retraite, de réputation modeste mais au caractère flamboyant, avait élu domicile au Mélèze, un petit cottage au bout de la grande rue. M. Grayling était, de la vie générale, un homme aux gestes théâtraux et à la voix puissante, malgré ses épaules voûtées par l'âge et ses cheveux autrefois noirs d'un gris pommelé. Son arrivée avait été accompagnée de malles, de caisses et d'une quantité alarmante de capes de velours, transportées à travers l'étroite ruelle du village, à la stupéfaction des spectateurs. Les enfants chuchotaient à propos de lapins cachés dans des chapeaux hauts de forme et de cartes à jouer qui pourraient s'abattre comme de la neige dès que leurs fenêtres seraient ouvertes. Pour célébrer sa nouvelle vie dans le paisible village de St. Mary Mead, M. Grayling avait organisé, à la demande pressante du Women's Institute, une petite représentation à la salle des fêtes. Les bénéfices, déclara-t-il en s'inclinant avec enthousiasme, seront reversés à la réparation du toit de l'église. Miss Marple, assise principalement parmi les rangées de chaises cirées, se sentait aussi curieuse que quiconque. Après tout, elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les forains se retirent rarement au-delà de leur public, le don de la tromperie a tendance à persister. Elle sourit intérieurement à cette pensée, ses aiguilles à tricoter s'agitant tandis que la salle s'emplissait du bourdonnement des bavardages et de l'odeur du bois ciré. La représentation commença sans incident. Un bouquet apparut d'un vase vide. Un chapelet de mouchoirs en soie se déploya de la manche de M. Grayling. Une colombe, légèrement déconcertée, émergea d'une boîte laquée. Le village applaudit poliment, quoique peut-être moins impressionné qu'il l'aurait été 50 ans plus tôt. Il y avait néanmoins du charme dans le jeu théâtral du vieil homme, et même la femme du pasteur s'autorisa un sourire. Le grand final, cependant, fut moins facile à ignorer. M. Grayling l'annonce d'un coup de baguette, la dame disparut. Une jeune servante, empruntée au personnel de la salle et rougissant sous la lumière du gaz, entra dans un grand cabinet décoré d'étoiles d'or. M. Grayling prononça des incantations, ferma les portes et les frappa 3 fois avec sa baguette. Lorsqu'il les rouvrit brusquement, le cabinet était vide. Des exclamations de surprise parcoururent le public. La servante réapparut quelques instants plus tard au fond de la salle, souriant nerveusement comme si elle s'était simplement glissée derrière le rideau. Les applaudissements furent cette fois nourris et sincères, teintés de soulagement. Mais le soulagement n'a pas duré. Plus tard dans la soirée, bien après que les applaudissements se furent estompés et que les villageois furent rentrés chez eux, racontant le caractère pittoresque de la scène, les Mélèzes restèrent dans l'obscurité. Un agent de police, appelé par la mère de la servante inquiète, rapporta que M. Grayling lui-même n'avait pas été revu depuis la représentation. Sa cape gisait sur la coudoir d'un fauteuil, sa baguette sur la cheminée, et les restes de ses accessoires éparpillés dans le salon. De lui, il ne restait aucune trace. Au matin, le village était aux prises avec un mystère. M. Grayling, maître de l'illusion, s'était-il simplement lassé de son nouveau public et s'était éclipsé à la faveur de la nuit? Ou avait-il, de façon glaçante, réalisé un dernier tour qui avait terriblement mal tourné? Miss Marple, sirotant son thé d'un air discrètement intéressé, ressentit une pointe d'intuition familière. Les disparitions étaient peut-être simples sur scène, mais dans la vie, elles en étaient jamais aussi nettes. Quelque part, elle en était certaine, se cachait un fil de malice, de cupidité ou de peur humaine qui n'attendait qu'à être tiré. Le casse-tête du magicien de scène à la retraite avait commencé. La lumière matinale tombait sur St. Mary Mead tel un doux rideau, dorant les toits de chaume et miroitant sur les haies couvertes de rosée. Pourtant, l'ambiance qui régnait dans le village n'avait rien de doux. Au petit déjeuner, chaque tasse de thé dans chaque chaumière tremblait sous le poids des spéculations, et les langues se délient avec la vigueur que seul un mystère peut inspirer. La disparition de M. Aloysius Grayling était devenue le sujet principal de la journée, éclipsant même les chrysanthèmes de Mme Bantry, qui menaçait de remporter un prix au Salon des récoltes. Au sanglier bleu, l'auberge du village,
On entendit le propriétaire déclarer d'un ton solennel que Grayling s'était probablement enfui avec une cachette secrète de bijoux, peut-être dissimulée dans les accessoires de son magicien. Ces gens du spectacle, insista-t-il en astiquant une chope pour insister, ne leur faites jamais confiance. De la poudre aux yeux, c'est tout leur métier. Croyez-moi, il nous aura laissé un scandale. Un groupe d'habitants acquiesça d'un signe de tête, mais aucun ne parvint à déterminer à qui appartiennent les bijoux volés. Faute de réponse, ils se contentèrent de répéter la théorie avec la satisfaction d'avoir dit quelque chose d'intelligent. Madame Price Ridley, toujours convaincue de son discernement supérieur, proposa une autre possibilité au comptoir de l'épicier. Elle se pencha vers mademoiselle Hartnell et murmura, un peu plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Cet homme était instable. Il agitait toujours son bâton. On n'atteint pas son âge en jouant avec la diablerie sans que cela ne vous retourne l'esprit. Je ne serais pas surprise qu'il se soit suicidé, et que nous le retrouvions bientôt flottant dans l'étang du moulin. Mademoiselle Hartnell frissonna à cette suggestion, mais la remit de côté pour la répéter plus tard, agrémentée de nouvelles fioritures. Pendant ce temps, la servante qui avait servi de dame disparue à M. Grayling sanglotait dramatiquement dans son tablier au presbytère, où on lui avait servi une tasse de thé revigorant. Elle affirmait n'avoir rien remarqué d'anormal pendant la représentation, mais sa mère, au visage sévère et méfiant envers les jeux de scène, insista. « Vous avez dû remarquer le truc. Vous a-t-il lancé un regard, hein? Ou marmonné quelque chose d'étrange avant de vous enfermer dans cet engin ?» La jeune fille se contenta de secouer la tête d'un air misérable, et la femme du pasteur lui tapota la main avec sympathie, tout en échangeant un regard significatif avec le pasteur lui-même. Ils avaient déjà commencé à élaborer leur propre théorie sur la tentation et le déclin moral dans le monde des magiciens de scène. L'agent Evans, jeune et enthousiaste, effectuait sa ronde avec un air officiel, bien qu'il n'eût que très peu de choses à signaler, si ce n'est la simple disparition de M. Grayling. Il répétait souvent cette phrase, comme si le fait de la prononcer consolidait son autorité. Une perquisition du cottage n'avait révélé aucune trace de lutte. Aucun objet de valeur ne semblait avoir été volé. Le lit était resté vide. Pour Evans, il s'agissait simplement d'un vieil homme égaré, peut-être découvert hébété au bord des haies. Pourtant, à mesure que les heures passaient et que l'on ne retrouvait aucune trace, sa confiance s'était ébranlée. Miss Marple, quant à elle, était assise sereinement près de sa fenêtre, son tricot à la main, observant la tempête qui s'intensifie avec un intérêt discret. Les théories abondent, mais elle savait, pour sa longue expérience de la folie humaine, que les ragots obscurcissent souvent plus qu'ils ne révélaient. Pourtant, même les rumeurs les plus fantaisistes pouvaient contenir une part de vérité, à condition d'être suffisamment attentif. Ce n'était pas ce que les gens voulaient dire, songea-t-elle, mais ce qui leur échappait sans qu'on s'en aperçoive, qui détenait le véritable indice. Les Mélèzes eux-mêmes étaient devenus un lieu de pèlerinage. Les villageois passaient sous des prétextes aussi minces qu'un mouchoir, s'arrêtant pour observer les rideaux tirés et le petit portail bien rangé. Les affaires de M. Grayling étaient encore invisibles, à travers la fenêtre du salon, où la cape était drapée sur la chaise et où un jeu de cartes à moitié mélangé était abandonné sur la table d'appoint. Les enfants collent leur nez à la vitre jusqu'à ce que leur mère les chasse, qui s'attardèrent alors avec la même impatience. Le mystère avait transformé la chaumière autrefois banale en une scène à part entière, le magicien absent de son spectacle le plus captivant. Dans l'après-midi, le colonel Melchett arrive de la police du comté, la moustache hérissée d'importance. Il écouta gravement le rapport hésitant de l'agent Evans, puis déclara avec une fermeté militaire que l'affaire devait être traitée avec sérieux. Un homme ne disparaît pas comme ça en Angleterre sans laisser de traces. Nous le retrouverons bien assez tôt, assura le colonel à l'assistance, même si la légère note d'incertitude dans sa voix n'échappa pas à Miss Marple. Elle savait pertinemment que les hommes décidés dissimulaient souvent le doute sous le ton tonitruant de leurs déclarations. Madame Bantry, qui avait le sens du spectacle, suggéra à qui voulait l'entendre que la disparition de M. Grayling faisait partie d'un coup de pub élaboré. « Ces artistes raffolent de l'attention », annonça-t-elle à un groupe de dames dans la rue principale. « Il réapparaîtra à un moment important, peut-être même sur le toit de l'église, juste au moment où le comité de collecte de fonds commencera sa réunion. Ce serait très efficace, vous ne trouvez pas ?» Les dames eurent un hoquet d'horreur et de joie à l'idée d'un tel spectacle, mais aucune n'y crut sérieusement une fois rentrée chez elles. À mesure que la journée avançait, les spéculations s'accumulaient. Le soir venu, la moitié du village croyait que Grayling avait été enlevé par des rivaux vengeurs,
issue de son passé théâtral, tandis que l'autre moitié soupçonnait quelque chose de plus sombre, un crime commis discrètement et habilement au cœur même du village. Miss Marple, écoutant ces spéculations en flânant dans le chemin, songea que l'imagination humaine en disait souvent plus sur les villageois eux-mêmes que sur la vérité. Ceux qui soupçonnaient un vol étaient enclins à l'envie, ceux qui imaginaient un suicide trahissaient leur propre crainte de solitude. Les théories du meurtre laissaient entrevoir des rancunes ou des malveillances secrètes, qui Miss Marple le savait par expérience, étaient plus nombreuses dans les petits villages que les étrangers ne voulaient bien le croire. Ce soir-là, alors que la cloche de l'église sonnait à une heure avancée, l'absence de M. Grayling planait sur St. Mary Mead comme une ombre. Dans les salons bien rangés et les cuisines douillettes, les rideaux étaient tirés avec une hâte nerveuse et les portes verrouillées plus fermement que d'habitude. Certains murmuraient des prières pour la sécurité du vieux, magicien, tandis que d'autres chuchotèrent sur ses péchés. Mais personne ne parvenait à se défaire de l'émotion. Le village avait été plongé au cœur d'un mystère, et ce mystère résidait à la fois dans la peur et la fascination. Miss Marple, posant son tricot avant de se coucher, s'autorisa une réflexion tranquille. « On ne disparaît pas comme ça », murmura-t-elle en lissant le couvre-lit. « Pas sans l'aide de quelqu'un. » Sur ce, elle éteignit sa lampe. Dehors, la nuit d'été s'étendait calme et paisible, mais au village, les secrets s'agitaient, comme des papillons de nuit dans l'obscurité, attendant que la lumière les révèle. Le lendemain matin, l'aube se leva avec une clarté qui trahissait le malaise sous-jacent qui régnait à St. Mary Mead. Les oiseaux chantaient avec leur vigueur habituelle, la charrette à lait dévalait la grande rue en claquant des roues, et le chat de Madame Larch s'étalait paresseusement au soleil. Pourtant, sous la surface placide de la vie villageoise, coulait un courant de curiosité aiguisée en une peur plus vive. Ce n'était pas tous les jours qu'un homme, aussi excentrique soit-il, disparaissait sans explication. Désormais, ce n'était plus une nouveauté, c'était devenu une source d'inquiétude. Le colonel Melchett retourna aux marches accompagné de l'inspecteur Slack, un homme dont les manières brusques semblaient destinées à soumettre témoins et suspects. Slack ne perdit pas de temps pour annoncer son opinion sur la fuite de Grayling, purement et simplement. « On ne peut pas se fier à ces types théâtraux », aboyait. « Je suppose qu'il s'est enfui dans une pension de Brighton, se moquant de nous tous. C'est de l'attention qu'il voulait, et il l'a obtenue. Mais bien que Slack parlât avec certitude, il ne disposait d'aucune preuve pour étayer sa théorie. La maison avait été fouillée plus minutieusement, s'intéressant particulièrement au mal de Grayling et aux caisses d'attirail de magicien. Des boîtes à double fond furent ouvertes, une baguette creuse examinée et une malle verrouillée forcée avec difficulté. À l'intérieur, ils ne trouvèrent guère plus que des costumes criards et des accessoires abîmés par des années de représentation. Un objet curieux attira l'attention, un lourd cadenas en fer qui semblait totalement déplacé parmi les foulards de soie et les cannes dorées. Slack le repoussa d'un grognement, mais Miss Marple, debout silencieusement dans le coin où elle avait été autorisée en tant que voisine inquiète, le remarqua en plissant légèrement les yeux. L'inspecteur interrogea la servante qui avait participé au tour de la dame disparue. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer, mais elle répéta fidèlement son histoire. Rien d'inhabituel dans les manières de Grayling, rien de murmuré ou suggéré qui puisse être interprété comme une allusion. Il avait fermé le placard, tapé 3 fois, et le tour s'était déroulé comme prévu. « Il m'a souri, monsieur, dit-elle timidement. Juste un sourire, comme s'il était content que tout se soit bien passé. » Slack prend des notes impatientes, visiblement insatisfait. Madame Price Ridley s'avança avec une sombre satisfaction pour suggérer une fois de plus l'étang du moulin, mais les premières recherches du gendarme n'avaient rien donné. Aucune empreinte de pas ne marquait la terre meuble autour de ses rives, et le fils de Miller, qui surveillait attentivement depuis la fenêtre de son cottage, n'avait remarqué aucun bruit. Pourtant, les villageois murmuraient à ce sujet, car il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à imaginer l'homme disparu extirpé des herbes, même si ses espoirs morbides restaient vains. Pendant ce temps, le comité de l'Institut des femmes tenait une réunion d'urgence, officiellement pour discuter de la réallocation des fonds récoltés lors de la représentation. Madame Bantry présidait avec un sens dramatique, mais la conversation revenait inévitablement aux magiciens. Chacune proposait sa propre interprétation, les théories devenant de plus en plus élaborées à mesure qu'elles se nourrissaient les unes des autres. Mademoiselle Hartnell était convaincue qu'il avait été attiré par une femme de son passé, tandis que Dolly Bantry suggérait qu'il avait peut-être été victime de chantage.
Après tout, dit-elle, les gens du théâtre gardent donc toujours des secrets. Peut-être quelqu'un a-t-il menacé de le dénoncer. Un silence suivit cette suggestion, délicieuse par ses implications. Miss Marple, invitée à la réunion par courtoisie, était assise avec son tricot et écoutait. Elle posait ici et là des questions polies, pour savoir si M. Grayling avait été vu en conversation privée avec quelqu'un dans les jours précédant sa disparition, si ces mâles provenaient toutes de la même gare, si la femme de chambre avait été choisie au hasard pour le tour ou demandée à l'avance. Ces questions furent accueillies par des haussements d'épaules, bien que Dolly Bantry ait admis avoir vu Grayling en conversation tranquille avec un homme à la poste, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Cette question fut promptement écartée par les autres, mais Miss Marple la classe avec une précision discrète. La journée avançait, et l'inspecteur, de plus en plus insatisfait, retourna au Mélèze à la recherche de preuves oubliées. C'est alors qu'une curieuse découverte fut faite. Sous une planche du parquet du bureau du magicien se trouvait un petit paquet de lettres reliées par un ruban délavé. Elles étaient d'un âge jauni sur les bords, écrites d'une belle écriture depuis longtemps démodée. L'inspecteur Slack, les feuilletant avec irritation, ne trouva rien de criminel. Des lettres d'amour, déclarations en reniflant, de vieilles bêtises sentimentales, probablement celles d'un admirateur de la scène. Il les jeta dans la boîte, indifférent. Miss Marple, cependant, aperçut un nom griffonné dans le coin d'une page et rangea le souvenir. Les noms, elle le savait, avaient tendance à remonter à la surface au moment le plus inattendu. Le soir venu, les ragots atteignirent un tel paroxysme que même le révérend Clément, d'ordinaire d'une patience exemplaire, se déclara las. Il est contraire à la foi chrétienne de se complaire ainsi dans les spéculations, avertit-il pendant le dîner. Sa femme, bien qu'apparemment d'accord, ne put s'empêcher de lui faire part de ses soupçons quant aux ennemis de M. Grayling à Londres. Après tout, le monde du théâtre était connu pour ses jalousies. Miss Marple, seule dans son cottage plus tard dans la nuit, méditait sur les révélations de la journée. Elle ne tricotait plus, mais restait assise, les mains jointes, les yeux plissés par ses pensées. Les lettres la troublaient, non pas parce qu'elles étaient inhabituelles, mais parce qu'elles avaient été cachées. On cache des choses pour une raison. Un homme qui avait passé sa vie à créer des illusions pouvait avoir d'autres illusions à entretenir. Elle repensa aux paroles de la servante, à l'observation fortuite de Dolly à la poste et au cadenas en fer posé parmi les soieries. Chacun était petit, insignifiant en soi, mais ensemble, ils formèrent la vague esquisse de quelque chose de plus. Qu'avait craint M. Grayling, se demandait-elle, et qui avait des raisons de souhaiter sa disparition? Le village dormit d'un sommeil agité cette nuit-là, mais Miss Marple savait que la véritable enquête ne faisait que commencer, car la nature humaine, dans son infinie complexité, se dissimulait rarement bien longtemps. Il suffisait de l'œil patient de celui qui savait où regarder, et Jane Marple, forte de décennies d'observations silencieuses, concernait déjà des schémas là où d'autres ne voyaient que confusion. Au 3e jour de la disparition de M. Grayling, la tension à St. Mary Mead avait commencé à se cristalliser en suspicion. Les murmures, autrefois vagues et spéculatifs, prenaient désormais une tournure plus aiguë, transformant les noms en accusations. C'était inévitable, songea Miss Marple, car dans tout village où des secrets restent enfouis, une perturbation soudaine faisait l'effet d'une pelle qui s'écrasait sur la terre, et les vieilles rancunes et les sentiments ressurgissent. L'inspecteur Slack, déterminé à faire des progrès, fixa son attention sur la cible la plus commode, M. George Linton, propriétaire du Blue Boar. Linton avait ouvertement dédaigné les performances de Grayling, marmonnant que ses tours étaient aussi fades que le pain de la semaine précédente. Plus accablant encore, on l'avait entendu se vanter de pouvoir se passer des airs de Grayling au village. Pour Slack, c'était un motif suffisant. Une dispute, du ressentiment, peut-être un peu d'alcool pour attiser la tension, déclara l'inspecteur. Il aurait pu suivre Grayling chez lui ce soir-là et le tuer. L'accusation surprit le village, car George Linton était un homme d'âge mûr, solide et solide, plus connu pour ses murmures discrets que pour sa violence. Pourtant, une fois dirigées, les rumeurs ne s'essoufflent guère. On raconta bientôt que Grayling avait refusé de payer une addition de taverne, ou que Linton l'avait surpris en train de tricher aux cartes lors d'une partie secrète. Rien de tout cela ne fut prouvé, mais la répétition lui donna du poids, et l'idée que Linton était un adversaire jaloux prit racine. Linton lui-même réagit avec indignation lorsque l'inspecteur vient l'interroger. « Je n'ai jamais posé la main sur cet homme », insista-t-il, le visage rouge de colère. « C'était une nuisance, je vous l'accorde, mais une nuisance n'est pas un crime.
J'ai passé la soirée au bar demandant à quiconque s'y trouvait. Plusieurs villageois confirmèrent sa présence, même si Slack sentit que les alibis se faisaient facilement entre amis. Miss Marple, qui prenait le thé avec Madame Bantry lorsque le sujet fut abordé, écouta sans interruption. Elle connaissait George Linton depuis son enfance et se souvenait d'avoir été injustement accusé d'avoir volé des pommes avant qu'il ne soit révélé que le coupable était le neveu du pasteur. On voit souvent ce qu'on s'attend à voir, songea-t-elle. La rudesse de George en faisait une cible facile, mais rudesse n'était pas synonyme de culpabilité. Plus troublante encore était la soudaine véhémence avec laquelle d'autres embrassèrent cette théorie. Madame Price Ridley, en particulier, savourait ce soupçon, répétant à chaque occasion qu'elle avait toujours trouvé Linton grossier et grossier. Pour mademoiselle Marple, un tel empressement était en soi suspect. Elle avait observé au fil des ans que ceux qui aspiraient le plus à rejeter la faute sur les autres étaient souvent ceux qui cherchaient le plus à la détourner d'eux-mêmes ou de leur propre foyer. Entre-temps, un autre soupçon se fit jour, dirigé non pas contre George Linton, mais contre la servante qui avait participé au tour de la dame disparue. On murmurait qu'elle s'était liée d'amitié avec Grayling dans les semaines précédant le spectacle, portant des provisions au marché et s'attardant trop longuement dans la conversation. Madame Hartnell suggéra, les lèvres pincées, que la jeune fille avait peut-être été induite en erreur et que la disparition de Grayling était liée à son implication. La pauvre enfant, déjà épuisée par les interviews, pleura amèrement lorsque ces insinuations lui parvinrent. L'inspecteur Slack, cependant, préférait la voie la plus simple. Il s'appuyait fortement sur la culpabilité de George Linton, ébauchant des scénarios où le propriétaire aurait suivi Grayling jusque chez lui, l'aurait confronté et se serait débarrassé du corps par ruse. Il aurait pu le traîner dans les bois, déclara Slack avec assurance, bien qu'aucune trace n'y ait été trouvée, ou le lestèrent dans la rivière. Le colonel Melchett, quoique moins convaincu, laissa l'inspecteur poursuivre sa théorie. Mais Miss Marple, se promenant plus tard dans son jardin, retourne la question avec une insistance tranquille. Elle pensa au cadenas en fer parmi les soieries, aux lettres cachées sous le plancher et au souvenir de Dolly Bantry d'un inconnu à la poste. Rien de tout cela ne l'identifiait à George Linton. Son caractère, bien que aguerri par des années de taverne, ne laissait entrevoir ni subtilité de mise en scène ni tromperie. C'était un homme d'un caractère franc, et s'il n'avait pas aimé Grayling, il l'aurait dit ouvertement. Le véritable indice, songea Miss Marple, se trouvait ailleurs. Elle se souvenait de l'expression de la servante lorsqu'elle avait décrit le sourire de Grayling satisfait, presque soulagé. Pourquoi soulagé? Le tour avait-il été plus dangereux qu'il n'y paraissait? Ou Grayling avait-il été rassuré par une présence invisible dans le hall ce soir-là? De telles pensées exigeaient de la patience, et Miss Marple en possédait une à profusion. Pourtant, la vague de ragots pesait lourdement sur le village. Les affaires de George Linton au Blue Boar vacillaient, les clients hésitant à se montrer le soutenant. Sa femme arpentait les rues, le menton haut, mais son regard trahissait l'inquiétude. Leurs enfants, déconcertés, subissent les murmures à l'école. Ainsi, la suspicion punissait non seulement les suspects, mais tous ceux qui les entouraient, une vérité que Miss Marple avait maintes fois constatée. Tard ce soir-là, alors que les lampes brillaient aux fenêtres du cottage, Miss Marple reçoit une visiteuse. Dolly Bantry, impatiente, était venue partager un nouveau détail. Elle se souvenait, dit-elle, que l'inconnu à la poste avait remis à Grayling un petit colis emballé dans du papier Kraft. Il le glissa dans sa poche rapidement, comme un clin d'œil, dit Dolly, et je n'y prêtais aucune attention sur le moment. Mais maintenant, eh bien, ne trouvez-vous pas cela important? Les yeux de Miss Marple brillèrent d'un intérêt discret. Un colis, un cadenas et des lettres fils cachées. Un motif subtil mais indéniable. Elle remercia son amie, puis resta assise tard dans la nuit, son tricot intact sur ses genoux. George Clinton était peut-être le suspect évident, mais Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas se laisser aller à l'évidence. La vérité, songea-elle, était rarement aussi complaisante. Elle se dissimulait dans les recoins oubliés, les broutilles écartées par des voix plus fortes. Et quelque part dans ces broutilles résidait le secret de la disparition de M. Grayling. Pour l'instant, le village restait agité, divisé entre ceux qui voulaient en condamner et ceux qui ignoraient où trouverait la vérité. Mais Miss Marple était certaine d'une chose, George Linton n'était pas la solution. Et lorsque la véritable piste se révélerait, elle ne mènerait pas au sanglier bleu. Les jours qui suivirent la suspicion publique de George Linton apportèrent une accalmie inquiétante. Si l'inspecteur Slack semblait satisfait de poursuivre le propriétaire du Blue Boar,
Le colonel Melchett s'impatienta. Aucune preuve n'avait été découverte, ni arme, ni corps, ni même un témoin au-delà des rumeurs, et déjà l'accusation perdait de sa crédibilité. Pourtant, le vide laissé par la certitude était comblé par une terreur plus subtile. Les gens évitaient de marcher seuls la nuit. Les volets étaient fermés plus tôt que d'habitude. Les mères gardèrent leurs enfants à proximité. L'absence du magicien avait perturbé plus que la routine du village, elle en avait perturbé l'ordre même. Miss Marple demeurait calme au milieu de cette nervosité, même si elle écoutait avec plus d'attention que jamais. À ses yeux, la première règle de la malice humaine était de se révéler par de petites choses. Un regard, une phrase insouciante, un geste trop répété pouvaient trahir ce que dissimulaient les déclarations les plus bruyantes. Elle avait appris depuis longtemps que les véritables indices étaient rarement spectaculaires, ils se cachaient dans les replis de l'ordinaire. Un tel pli se révéla un matin radieux chez l'épicier. Miss Marple, attendant son tour derrière Madame Price Ridley, observa l'employé de l'épicier trier les dernières livraisons. Il sortit d'une caisse une petite boîte en bois, du genre de celles utilisées pour les objets fragiles, et remarqua à voix haute qu'elle était adressée au Mélèze. « Étrange », murmura-t-il. « L'homme est parti et a disparu, et pourtant voici un autre colis à son nom. La boîte est mise de côté, sa destination incertaine. » Mademoiselle Marple s'y attarda, sans rien dire sur le moment. Plus tard, cependant, elle demanda gentiment à l'épicier qui avait livré le colis. Il répondit qu'il était arrivé par le train du matin, sans autre adresse de retour qu'un entrepôt londonien. L'écriture sur l'étiquette était soignée, inhabituelle et masculine. L'épicier, ne sachant que faire d'autre, remit le colis entre les mains de Miss Marple, qui proposa de le remettre en sécurité au colonel Melchett. Elle le rapporta chez elle avec la gravité tranquille de quelqu'un à qui l'on confie un secret. Une fois arrivée à son cottage, Miss Marple examina la boîte. Elle était plus lourde que prévu, et le bois portait de légères traces de calcination sur un bord. Elle ne l'ouvrit pas, car elle avait appris depuis longtemps à se laisser examiner par les autorités, mais elle remarqua attentivement la ficelle grossière qui la liait. Elle était nouée avec un nœud marin, et non avec le nœud ou la boucle habituelle d'un vendeur. Ce détail, aussi insignifiant fut-il, la fit pincer les lèvres pensivement. Elle revit mentalement le cadenas en fer parmi les soieries, les lettres cachées sous le plancher, et l'étranger, à la poste remettant un paquet de papier Kraft. Un motif se dessinait peu à peu, même si sa forme n'était pas encore claire. Le colonel Melchett accueillit la boîte avec curiosité, mais l'inspecteur Slack ricana lorsqu'on la lui présenta. Une boîte d'accessoires, sans doute. Le type avait probablement laissé des choses pour nous tromper. Une ruse, tout simplement. Il ouvrit néanmoins le couvercle avec son canif, et le contenu surprit même son indifférence endurcie. À l'intérieur se trouvait une collection de petits outils, des limes, des serre-joints, une curieuse paire de menottes, et plus surprenant encore, une affiche de théâtre à moitié brûlée datant de plusieurs décennies. Le nom d'Aloysius Grayling apparaissait en gras sur le dessus, suivi des mots « maître des évasions ». Le colonel Melchett fronça les sourcils. Des évasions, c'est bien plus que de la prestidigitation. Miss Marple, assise en silence, laisse ses aiguilles cliqueter doucement. « En effet, colonel, murmura-t-elle, s'échapper peut signifier bien des choses, d'une armoire verrouillée, d'une paire de menottes, ou peut-être de quelque chose de bien moins visible. » Ses yeux, pétillants mais graves, se posèrent brièvement sur le bord carbonisé du papier. Le feu était rarement un compagnon occasionnel. La nouvelle du colis se répandit rapidement, comme toujours dans les villages. On raconta bientôt que Grayling avait été impliqué dans des aventures criminelles, qu'il s'était lui-même évadé de prison ou qu'il avait été traqué par des rivaux jaloux de son passé théâtral. Chaque nouvelle version enflamme encore davantage l'histoire. L'idée qu'il avait disparu pour échapper à la poursuite gagna du terrain, bien que Miss Marple se tînt à l'écart. Elle savait combien l'imagination humaine est avide de conclusions hâtives avant même que les faits ne soient rassemblés. Ce qui l'intéressait le plus, c'était la réaction de certains villageois. Madame Price Ridley, habituellement triomphante lorsqu'il s'agissait de répandre de mauvaises nouvelles, devint inhabituellement silencieuse lorsque le sujet du colis fut abordé. Elle changea de sujet avec une hâte suspecte pour parler de ses rhumatismes. Pendant ce temps, la servante, dont les larmes s'étaient transformées en un silence maussade, pâlit lorsqu'on lui parla des outils. Elle affirma ignorer tout du passé de Grayling, mais sa voix tremblait en parlant. De tels tremblements, pensa Miss Marple, ne provenaient pas de l'ignorance, mais de la peur. Ce soir-là,
Miss Marple invita Dolly Bantry à prendre le thé, sachant pertinemment que ces bavardages génèrent souvent des révélations accidentelles. Dolly ne la décevrait pas. Entre ses remarques sur son nouveau banc de jardin et les manquements de la trésorière de l'Institut des femmes, elle se rappela une histoire racontée par un vieil oncle qui avait autrefois fait la tournée des music halls de Londres. Il avait parlé d'un Grayling des années auparavant, dit Dolly en remuant son thé. Un magicien connu pour faire glisser chaînes et cadenas. Il y eut un scandale, mais j'ai oublié les détails. Quelque chose à voir avec une dame et un bijou disparu, si je ne me trompe. Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir. J'ose dire que tout cela est exagéré, bien sûr. Miss Marple, cependant, ressentait le poids du souvenir de Dolly. Les scandales, comme les lettres et les colis, avaient tendance à refaire surface longtemps après qu'on les croyait oubliés. Elle repensa aux lettres cachées sous le plancher, témoins d'un passé délibérément dissimulé. Grayling avait vécu de nombreuses vies avant de se retirer à St. Mary Mead. Peut-être l'une de ces vies l'avait-elle suivi jusqu'ici. Pourtant, ce soir-là, le véritable indice ne venait pas de Dolly, mais de quelque chose de bien plus banal. Alors que Miss Marple accompagnait son amie jusqu'à la porte, elle remarqua un bout de ficelle coincé dans la semelle de la chaussure de Dolly. Elle se pencha pour le dégager et reconnut aussitôt le nœud de marin qui avait attaché le mystérieux colis. Dolly n'avait fait que marcher de sa voiture jusqu'au portail de Miss Marple. Le morceau avait donc dû être ramassé dans la rue. Quelqu'un au village, semblait-il, connaissait les nœuds peu communs aux gens ordinaires. Quelqu'un avait attaché la boîte, non pas dans un entrepôt londonien, mais bien plus près de chez lui. Elle glissa la ficelle dans sa poche, son esprit s'agitant avec une précision délicate. C'était un indice infime, presque risible, mais Miss Marple avait longtemps fait confiance à de telles vétilles. La nature humaine, elle le savait, trahissait dans les plus infimes détails un nœud de marin par-ci, une lettre cachée par-là. Pris ensemble, ils laissaient entrevoir des motivations bien plus profondes que de mesquines querelles au sanglier bleu. Alors qu'elle s'asseyait dans son fauteuil, l'horloge du village sonnant 10 heures, Miss Marple s'autorisa une pensée, murmurée dans le silence de son salon. Ce n'est jamais le grand geste qui révèle la vérité. C'est toujours le détail oublié. Et sur ces mots, elle reprit son tricot, le rythme des aiguilles, faisant écho au battement régulier et patient de son esprit. Quelque part à St. Mary Mead, des mains avaient noué ce nœud, et dans ce simple geste se trouvait le fil qui un jour dévoile tout le mystère. L'arrivée du colis et de son curieux contenu ne parvint guère à apaiser la fièvre des spéculations à St. Mary Mead. Au contraire, elle attisa les rumeurs, et à chaque heure qui passait, de nouvelles théories surgirent. Si M. Grayling s'était autrefois qualifié de maître des évasions, il avait sûrement des ennemis, des secrets, ou les deux. Et dans un village où chaque secret était considéré comme un bien commun, les habitants étaient d'autant plus déterminés à découvrir ce qui pouvait se cacher parmi eux. L'inspecteur Slack, quant à lui, resta rivé sur George Linton, mais même Slack ne pouvait ignorer les rumeurs selon lesquelles la disparition de Grayling était liée à son passé théâtral. Il redoubla d'interrogatoires, ratissant si large que presque tout le monde à St. Mary Mead se retrouva prise dans ses mailles. Les fanfaronnades de Slack en effraient peut-être certains, mais elles en incitèrent d'autres à parler avec un enthousiasme inutile, révélant plus qu'ils ne le souhaitaient. Un de ces moments s'est produit au Blue Boar. Une petite foule s'était rassemblée dans le salon pour entendre George Linton clamer une fois de plus son innocence. Son large visage était rouge de frustration tandis qu'il frappait le comptoir. Je ne laisserai pas dire que je lui ai fait du mal. Ses tours ne me plaisaient pas, mais je n'avais aucune raison de le faire disparaître. J'ai déjà assez de soucis avec mes comptes et sans que des magiciens ne disparaissent devant ma porte. À ces mots, un rire nerveux s'échappa de M. Sims, le maître de poste, qui rôdait à l'écart du groupe. Des comptes, oui, plus d'un d'entre nous sait ce que c'est que d'être pressé par l'argent. Ces paroles, prononcées d'un ton léger, semblèrent d'abord une tentative d'humour, mais son regard parcourut la pièce comme pour jauger la réaction. C'était un léger lapsus. Pourtant Miss Marple, discrètement assise dans un coin avec sa tasse de thé, perçut une lueur de malaise. Plus tard, pressé par l'inspecteur Slack, M. Sims a admis que M. Grayling avait souvent récupéré des colis à la poste, à plusieurs reprises, toujours emballés dans du papier Kraft ordinaire. Il a dit que c'était des accessoires pour son numéro, a expliqué Sims. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il ne les ouvrait jamais ici, qu'il s'éloignait toujours précipitamment, comme s'il craignait d'être vu. Cette révélation jeta un nouvel éclairage sur la présence de Grayling au village. Pourquoi un homme retiré de la scène aurait-il besoin de livraisons aussi fréquentes?
Et pourquoi les dissimuler? Mais les soupçons ne se portèrent pas uniquement sur le maître de poste. Le soir même, des rumeurs circulèrent au sujet de Madame Price Ridley. On disait qu'elle avait été aperçue en pleine conversation avec Grayling devant le cimetière une semaine avant sa disparition. Elle nia avec indignation, bien sûr, mais l'histoire fit son chemin, et face à Dolly Bantry qui ne résistait jamais à l'envie de l'interroger, Madame Price Ridley devint rouge et marmonna quelque chose à propos de vieilles histoires qu'il valait mieux laisser de côté. La phrase enchanta Dolly, qui la répéta à Miss Marple le lendemain matin. Miss Marple, avec sa douceur habituelle, remarqua seulement que les vieilles histoires avaient tendance à refuser de rester enfouies. Elle se souvient de sa propre maxime selon laquelle on change rarement de nature. Si Madame Price Ridley se montrait évasive maintenant, c'était parce qu'elle l'avait été auparavant, dans des circonstances qui n'avaient rien à voir avec les magiciens, mais tout à voir avec elle-même. Pendant ce temps, la servante qui avait participé au tour de la dame disparue demeurait une source d'intrigue discrète. Bien que l'inspecteur l'avait traitée de fille idiote et sujette aux larmes, Miss Marple adopta un point de vue plus clément. Elle se rendit au presbytère, où la jeune fille avait trouvé refuge temporairement, et l'incita gentiment à engager la conversation. Peu à peu, la servante révéla que Grayling avait souvent parlé de recommencer à zéro et avait laissé entendre que son passé contenait des ombres qu'elle ne comprendrait jamais. Il avait même promis de lui apprendre un jour un tour spécial, sans jamais lui en expliquer le contenu. Miss Marple écoutait attentivement, son esprit tournant comme une horloge bien remontée. Repartir à zéro impliquait de laisser quelque chose derrière soi, quelque chose de dangereux peut-être. Et si Grayling avait confié cela à une servante, même innocemment, alors il devait porter un fardeau plus lourd qu'on ne le pensait. À la fin de la semaine, le colonel Melchett convoqua une petite réunion à la salle des fêtes pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux. L'inspecteur Slack fulmina au sujet de son dossier contre George Linton, invoquant le mobile et l'opportunité, bien que ni l'un ni l'autre n'ait été établi de manière convaincante. Le colonel Melchett, plus prudent, évoqua la possibilité que Grayling ait fui un scandale privé. Mademoiselle Marple, assise tranquillement au bord, ne parla guère. Pourtant, ceux qui la connaissaient bien auraient remarqué le léger sourire au coin de ses lèvres, celui qui suggérait qu'elle avait observé ce que d'autres avaient manqué. C'est après cette rencontre qu'une curieuse confrontation eut lieu. Miss Marple rentrait chez elle par l'allée du crépuscule lorsqu'elle rencontra Madame Price Ridley, qui, après un instant d'hésitation, lui emboîta le pas. « C'est honteux, marmonna Madame Price Ridley, la façon dont les gens parlent, comme si toutes les femmes d'un certain âge n'avaient rien de mieux à faire que de fréquenter des artistes de théâtre à la retraite. Sachez, Miss Marple, que mes relations avec M. Grayling étaient tout à fait respectables. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie, ses aiguilles claquant en marchant. « Bien sûr, ma chère, tout à fait respectable. Il est curieux, n'est-ce pas, de voir comment les langues s'échauffent davantage lorsqu'on nie quelque chose avec trop de fermeté. » Elle fit cette remarque avec un calme si doux que Madame Price Ridley rougit et s'excusa précipitamment au coin de la rue. Le soir même, Dolly Bantry fait irruption dans le salon de Miss Marple avec une autre bouchée. « Je me souviens de quelque chose, » s'écria-t-elle. « Vous souvenez-vous du colis qu'il avait reçu à la poste? Eh bien, je l'ai croisé plus tard dans la journée près du cimetière. Il n'était pas seul, Jane. Il parlait à un homme que je ne reconnaissais pas. Grand, large d'épaules, l'air de quelqu'un qui n'était pas à l'aise dans notre petit village. Ils se séparèrent rapidement en me voyant. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Et c'était avant sa disparition? Oui, seulement quelques jours. Et vous savez, il a glissé quelque chose dans la main de l'homme. Pas de l'argent, je crois. Quelque chose de plus petit, enveloppé dans du tissu. Miss Marple remercia son amie et resta assise en silence longtemps, après le départ de Dolly. Les secrets, une fois enfouis, avaient tendance à se multiplier. Un maître de poste inquiet, une dame troublée, une servante effrayée, un étranger dans le cimetière, chaque fil s'emmêle dans un puzzle plus vaste. Il n'était pas encore possible de voir le motif dans son ensemble, mais Miss Marple savait que le motif se formait. Et si des schémas se formaient, ils se révéleraient bientôt, comme le font les secrets humains, à travers les interstices des conversations, les histoires que l'on se raconte pour se protéger. Elle attendrait, tendant l'oreille, qu'une de ces histoires trahisse la vérité. Pour l'instant, Sainte Marie Mead vivait sous le poids de murmures, tous plus forts les uns que les autres. Mais Miss Marple commençait à entrevoir ce qui se cachait derrière ces murmures, la silhouette indéniable de la peur. La semaine qui avait suivi la disparition de M. Grayling avait laissé le village à vif,
ses habitants agités par les théories et les soupçons. Chaque matin apportait de nouvelles rumeurs de scandale, et chaque soir les portait plus loin. Mais ce n'est qu'après la découverte au moulin que les rumeurs se sont durcies et sont devenues plus sombres, plus effrayantes. Il était tôt le matin lorsque le jeune Peter Hewitt, livrant du lait à vélo, aperçut quelque chose enchevêtré dans les roseaux, près du bord de l'eau. Il crut d'abord à un simple paquet de chiffons, peut-être les vêtements abandonnés d'un clochard, mais au lever du soleil, la forme se révéla être un manteau d'homme, trempé et lourd, dont le velours autrefois riche avait pris une teinte brune et sans vie. D'une main tremblante, Peter le tira jusqu'au rivage. Dans une poche, lestée d'eau, se trouvait une curieuse clé en laiton et une paire de cartes à jouer, la dame de cœur et l'as de pique, accrochées l'une à l'autre. La découverte amena le gendarme et la moitié du village à se précipiter vers l'étang du moulin. L'inspecteur Slack, ravi de pouvoir confirmer ses soupçons, déclara que la découverte était le signe d'un acte criminel. « Il a été jeté ici, croyez-moi, tonactile. » Quelqu'un tenta de le couler avec son manteau lesté. Pourtant, personne n'accompagna le vêtement, et l'étang, laborieusement tiré à l'aide de cordes et de crochets, ne livra rien de plus sinistre que des herbes et des pierres. Pourtant, le manteau était incontestablement celui de M. Grayling. Plusieurs villageois se le rappellent clairement, le soir de la représentation, et sa silhouette théâtrale sur ses épaules. Qu'il réapparaisse si loin des mélèzes, à moitié caché dans l'eau, semblait à tous la preuve qu'un événement terrible s'était produit. Le nom de George Linton fut murmuré à nouveau, tandis que d'autres regardaient alors le maître de poste, avec une suspicion renouvelée, se souvenant de son lapsus. Miss Marple, qui était arrivée discrètement sur les lieux, examina le manteau avec son calme habituel. Ses mains, impeccables dans leurs gants noirs, caressant le velours trempé tandis que son regard s'attardait sur la clé. « Curieux, murmura-t-elle, qu'un homme ne porte qu'une seule clé, et non un trousseau, et plus curieux encore qu'il l'associe à des cartes à jouer dans sa poche. » L'inspecteur Slack grogna d'impatience. Un accessoire de scène, rien de plus, des artifices et des bêtises. Mais le regard de Miss Marple restait fixé sur les cartes. La dame de cœur, souriant faiblement dans sa ruine aquatique, et l'as de pique, noir et austère dans la lumière matinale. Ensemble, ils formaient une sorte de message, ou peut-être un avertissement. Elle ne dit rien de plus, mais gardait le détail en mémoire. Les tours étaient peut-être futiles pour l'inspecteur Slack, mais pour ceux qui connaissaient la nature humaine, les symboles avaient souvent plus de poids que les preuves. La découverte du manteau changea radicalement l'atmosphère à St. Mary Mead. Là où autrefois les villageois se contentaient peut-être de bavarder, la peur s'empara d'eux. Si le manteau de M. Grayling avait été laissé dans l'étang, c'est que la violence avait certainement perturbé leur vie paisible. Les parents gardèrent leurs enfants à l'intérieur, les portes étaient verrouillées avec une fermeté inhabituelle, et les conversations se réduisaient à des chuchotements au passage d'étrangers. La vue du vêtement trempé, brièvement exposé au bureau du gendarme, laissa un frisson dans la communauté. Plus troublant encore fut l'arrivée d'un visiteur londonien 2 jours plus tard. Un homme de grande taille, à l'allure théâtrale, se présenta à l'auberge comme M. Oswald Tran. Il prétendit être un ancien collègue de Grayling de l'époque du Music Hall et insista pour parler aux autorités. Le colonel Melchett le reçut avec prudence, tandis que l'inspecteur Slack le regardait avec une suspicion manifeste. Tran expliqua que Grayling, autrefois connu comme l'évadé extraordinaire, avait été mêlé à des affaires douteuses au cours de sa carrière. On parlait, dit Tran gravement, d'un scandale à Brighton des bijoux disparus après une représentation. Grayling ne fut jamais inculpé, mais les soupçons pesèrent sur lui. Il se retira de la scène sous le coup d'un doute, et j'ose dire qu'il souhaitait prendre un nouveau départ ici. Mais les hommes qui ont un passé, colonel, y échappent rarement longtemps. Cette révélation fit grand bruit, car elle alimenta la rumeur selon laquelle la disparition de Grayling n'était pas volontaire. S'il avait des ennemis ou des dettes, il l'aurait peut-être suivi jusqu'à St. Mary Mead. Madame Price Ridley, pâle et troublée, fut entendue dire à mademoiselle Hartnell qu'elle avait toujours pensé que cet homme avait l'air étranger et qu'il n'était pas digne de confiance, bien que personne ne pût dire avec précision ce qu'elle entendait par étranger. Pendant ce temps, Miss Marple posait une question simple à M. Trent. Avait-il déjà vu Grayling utiliser une clé en laiton dans ses tours? Tran fronça les sourcils, puis secoua la tête. Pas en spectacle, mais je me souviens qu'il gardait une boîte verrouillée et la gardait toujours précieusement. Il disait qu'elle contenait le secret de sa plus grande illusion, ne jamais laisser personne y toucher.
Ces mots firent repenser à Miss Marple le cadenas de fer parmi les soieries et le curieux nœud de marin qui avait fermé le mystérieux colis. Une boîte verrouillée, un homme disparu, et maintenant un manteau avec une seule clé dans sa poche. Les filles se resserrent pour former un filet. Cette nuit-là, alors que le village était agité, un autre événement vint troubler le calme fragile. La servante, toujours à l'abri au presbytère, se réveilla en hurlant, victime d'un cauchemar. Elle prétendit avoir aperçu une silhouette à sa fenêtre, vêtue d'un manteau, avec un éclat métallique à la main. Lorsque le révérend Clément se précipita dans sa chambre, il n'y avait personne dehors, à part la ruelle déserte et le bruissement des feuilles. Pourtant, la jeune fille tremblait, certaine que quelqu'un était venu la terroriser et la réduire au silence. Le colonel Melchett attribua cela à la nervosité, mais Miss Marple, non. La peur, elle le savait, naissait rarement du néant. Et si quelqu'un souhaitait que la jeune fille se taise, alors elle avait dû voir ou entendre quelque chose de plus significatif qu'elle ne le pensait. La découverte du manteau, l'arrivée de M. Trent et la terreur de la servante se conjuguèrent pour modifier le contexte de l'enquête. L'inspecteur Slack, obstinément accroché à George Linton, se retrouva de plus en plus isolé. Les villageois, sentant le danger venir de l'extérieur comme de l'intérieur, commencèrent à se demander si leur paisible demeure n'avait pas été choisie comme théâtre d'un drame bien plus grave. Miss Marple, assise près du feu, son tricot sur les genoux, réfléchissait à tout cela. Ce n'est pas le manteau lui-même qui compte, songea-t-elle doucement, mais qui l'a jeté dans l'étang, et pourquoi il souhaitait qu'on le retrouve. Dans ce seul acte, soupçonnait-elle, se cachait la main du véritable coupable, rusé, délibéré et déterminé à tromper. Ainsi, alors que l'horloge sonnait minuit, Sainte-Marie Mead était au bord de la révélation. L'énigme du magicien de scène à la retraite s'était complexifiée, et Miss Marple savait que la prochaine étape serait cruciale. Car les illusions, aussi convaincantes soient-elles, ne durent pas éternellement. La découverte du manteau de M. Grayling et la vision troublante à la fenêtre de la servante avaient transformé le mystère, passant de la curiosité à la peur. Là où autrefois les villageois chuchotaient avec un amusement sournois, ils parlèrent désormais à voix basse, teintés d'effroi. Un homme disparu était déjà assez inquiétant, mais lorsque ses vêtements refirent leur surface dans l'étang et que des étrangers commencèrent à apparaître à St. Mary Mead, l'affaire prit une tournure plus sombre. M. Oswald Trent, le visiteur londonien, devint l'objet de nombreuses spéculations. Il prit une chambre au Blue Boar et fut aperçu arpentant High Street d'un air distrait. Certains disaient qu'il cherchait Grayling, d'autres qu'il apportait de mauvaises nouvelles. George Linton, encore rongé par le soupçon, l'observait les yeux plissés, murmurant que les Londoniens n'apportaient que des ennuis. Miss Marple, qui préférait l'observation aux conjectures, remarqua que les mains de Trent étaient celles d'un homme habitué aux cordes et aux chaînes, aux doigts épais, forts, mais aux articulations marquées de cicatrices. Elle se demanda combien de fois il avait joué l'assistant dans les anciens numéros d'évasion de Grayling. La frayeur de la servante demeura un sujet de discussion. L'inspecteur Slack attribua cela à la nervosité et à l'imagination, mais Miss Marple avait observé attentivement la jeune fille et reconnu le tremblement d'une véritable terreur. Pressée doucement autour d'une tasse de thé, la servante admit que la silhouette encapuchonnée à sa fenêtre lui rappelait M. Grayling en personne, sans toutefois en être certaine. C'était sa façon de se tenir, madame, grand et fier, comme s'il jouait. Mais son visage, oh, je ne pouvais pas le voir. Elle enfouit son visage dans ses mains, honteuse de ses tremblements. Miss Marple la rassura, mais au fond d'elle-même, elle envisageait une curieuse possibilité. Grayling était-il encore en vie, hantant le village tel un fantôme de sa propre création? Aux marches, les recherches ne donnèrent pas grand-chose, bien que le colonel Melchett ordonnait une nouvelle inspection des lieux. Dans un tiroir, sous une pile de programmes défraîchis, ils découvrirent un contrat de théâtre au nom non seulement de Grayling, mais aussi d'Oswald Trent. Le document datait de 20 ans et mentionnait une troisième artiste, Eleanor Vale, maîtresse de l'illusion. Ce nom ne fit guère de bruit parmi les responsables, mais Miss Marple, dont la mémoire était intacte et l'intérêt pour la nature humaine encore plus profond, se souvenait d'avoir lu un scandale impliquant Eleanor Vale, un collier disparu, des rumeurs de trahison et la fin brutale d'une carrière prometteuse. Se pouvait-il que la disparition de Grayling fût liée à une vieille blessure purulente? Pendant ce temps, Madame Price Ridley devenait de plus en plus évasive de jour en jour. Dolly Bantry, qui adorait interroger,
fit remarquer à Mademoiselle Marple que leur voisine semblait carrément allergique au sujet. Chaque fois que le nom de Grayling était évoqué, elle pâlissait et s'excusait. Dolly soupçonnait une histoire d'amour, mais Miss Marple, avec sa perspicacité plus douce, soupçonnait du chantage. Une femme fière pouvait porter bien des fardeaux, mais la honte était intolérable et elle rendait les gens désespérés. Une autre révélation émanait du maître de poste, M. Sims. Sous l'interrogatoire brusque de Slack, il avoua que Grayling recevait non seulement des colis, mais aussi des lettres, toujours écrites de la même belle écriture oblique, adressées simplement à A.J., les Mélèzes. Sims, avec la conscience d'un commère, admit avoir un jour tenu une enveloppe à la lumière et y avoir entrevu le mot « pardonner ». L'inspecteur rejeta cette idée comme une absurdité sentimentale, mais l'intérêt de Miss Marple s'aiguisa. On demandait rarement pardon, sauf en cas de grave incident. Qui, au village ou ailleurs, avait besoin du pardon de Grayling? Oswald Trent, confronté aux lettres, se met sur la défensive. « Je n'en savais rien », insista-t-il. Mais je ne nierai pas que Grayling était hanté par le passé. Il parlait souvent d'Eleanor Vale. Il disait qu'elle lui en voulait d'avoir ruiné sa carrière. Je crus qu'il s'agissait de discussions théâtrales, mais peut-être s'interrompit-il, refusant d'aller au bout de sa pensée. Miss Marple l'observa attentivement. Les hommes trahissaient souvent plus par leur refus de dire que par leurs déclarations. Le colonel Melchett, de plus en plus inquiet, réclama une enquête plus approfondie. Des avis furent envoyés à Londres et des enquêtes furent menées sur les anciens associés de Grayling. Pourtant, au sein du village, les soupçons se tournèrent à nouveau vers l'intérieur. Certains murmurèrent qu'Eleanor Vale elle-même rôdait peut-être dans les environs sous un autre nom. D'autres suggérèrent que la servante en savait plus qu'elle ne l'avouait. D'autres encore relancèrent leurs accusations contre George Clinton, refusant de laisser filer la cible familière. C'est au milieu de ce tourbillon de conjectures que Miss Marple découvrit un indice, certes modeste mais révélateur. En s'occupant de son jardin, elle remarqua un morceau de velours coincé dans la haie, bordant le chemin près des Mélèzes. Il correspondait parfaitement au tissu de la cape disparue de Grayling. La haie ne se trouvait pas sur le chemin menant à l'étang du moulin, mais de l'autre côté, menant au presbytère. Doucement, Miss Marple l'arracha et en examina la signification. Si Grayling, ou quelqu'un portant ses vêtements, était passé par là après la représentation, alors son trajet n'avait pas conduit directement à l'étang. La mise du manteau dans l'eau, pensait-elle, avait peut-être été une mise en scène, illusion après illusion. Ce soir-là, elle rejoignit Dolly Bantry au Blue Boar pour le dîner. L'atmosphère était tendue à l'auberge, les regards des villageois se portant vers Oswald Trent dans son coin. Dolly, sans aucune subtilité, se pencha par-dessus la table. « Jane, crois-tu qu'il Trent ait pu y être pour quelque chose? Les hommes de scène sont habitués aux déguisements, après tout. » Miss Marple sourit doucement. « Des déguisements, ma chère, oui. Mais il faut se demander à quoi ça sert. Un déguisement n'est utile que s'il y a quelque chose à cacher. Il faut déterminer s'il s'agit de dissimuler de la culpabilité ou de la peur. » Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Dolly, même si elle en rit sur le moment. Miss Marple, cependant, repensa à la vision tremblante de la servante à la fenêtre, aux morceaux de velours, aux mots « pardonner » entrevus à travers le papier. Des motifs se formaient et se modifiaient, comme les formes d'un kaléidoscope. Mais le tournant le plus surprenant se produisit le lendemain matin. L'agent Evans, faisant sa ronde, découvrit un deuxième objet dans le cimetière, un médaillon en argent, terni mais indéniablement féminin, gravé des initiales EV. À l'intérieur se trouvait une photographie décolorée d'une jeune femme en costume de théâtre, Eleanor Vale. Le médaillon gisait à moitié enfoui dans la terre près de l'if, comme s'il avait été déposé à la hâte. Cette découverte souleva le tumulte dans le village. Si Eleanor Vale avait bel et bien été à St. Mary Mead, elle y serait peut-être encore. Et si elle avait nourri une rancune contre Grayling, n'était-il pas possible qu'elle ait exercé sa vengeance? L'inspecteur Slack saisit l'occasion avec enthousiasme, déclarant l'affaire quasiment résolue. Mais Miss Marple, tenant le médaillon dans ses mains prudentes, pensait autrement. Un médaillon pouvait être dissimulé aussi facilement qu'un manteau. Les ruses, se rappela-t-elle, sont faites pour tromper. Et M. Grayling, maître des évasions, aurait su mieux que quiconque mettre en scène sa propre disparition ou devenir victime de la mise en scène d'autrui. Assise tranquillement ce soir-là, tricotant sur ses genoux, Miss Marple se murmure que les illusions ne durent pas. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par se frayer un chemin.
Elle savait que la prochaine révélation, lorsqu'elle surviendrait, dévoile la main obscure derrière la tromperie ou approfondirait l'énigme au-delà de toute imagination. La découverte du médaillon d'Eleanor Vale fit grand bruit à St. Mary Mead. Pour certains, c'était la confirmation définitive que le passé de Grayling était revenu le hanter. Pour d'autres, c'était un fragment intrigant d'une histoire qui ne semblait plus pouvoir s'expliquer clairement. Miss Marple, comme toujours, observait les réactions plus que les faits eux-mêmes, car elle savait pertinemment que la vérité se révélait le plus sûrement dans le comportement humain. L'inspecteur Slack tonna de triomphe, déclarant haut et fort au sanglier bleu que Grayling avait dû être retrouvé par son ancien associé. La femme était venue ici, sans doute, l'avait suivi jusqu'à l'étang, et voilà. Mais ces fanfaronnades ne pouvaient masquer les failles de son raisonnement. Eleanor Vale n'avait pas été vue, et personne ne pouvait expliquer comment son médaillon était arrivé dans le cimetière, à moitié enfoui dans le sol. Slack affirme qu'elle l'avait laissé tomber dans sa fuite. Miss Marple, tricotant tranquillement dans un coin, remarqua seulement qu'il était inhabituel pour une femme de se débarrasser d'un objet aussi personnel sans raison. La présence du médaillon eut un autre effet. Elle déstabilisa Oswald Trant. Au début, il se moqua de sa découverte, la qualifiant de vieux bibelot, mais lorsqu'on insista, il perdit ses couleurs. « Je la connaissais », admit-il à contre-cœur. Eleanor Vale allait bien, elle était talentueuse, intelligente, et Grayling et elle partageaient entre plus que la scène. Elle le tenait pour responsable de sa chute. Peut-être avait-elle raison, mais si elle est ici, si elle est venue ici, cela ne peut signifier qu'une chose. Il s'interrompit, marmonnant pour lui-même, et refusa d'en dire plus. Miss Marple observa son malaise d'un regard perçant. Culpabilité, peur, ou les deux, se demanda-t-elle. Le colonel Melchett incitait à la prudence, mais le village avait besoin de réponses. La peur commençait à éroder sa fragile civilité. Les enfants murmuraient des fantômes dans les ruelles. Les commerçants veillaient à leurs portes comme s'ils attendaient des méchants venus de Londres. L'Institut des femmes annula son thé, invoquant des circonstances instables. Bref, St. Mary Mead n'était plus elle-même. Miss Marple, qui chérissait le rythme de la vie villageoise, sentit une résolution silencieuse se renforcer en elle. Le temps était venu, décida-t-elle, de créer sa propre illusion, non pas de disparition, mais de révélation. Sa méthode était aussi subtile que délibérée. Pendant plusieurs jours, elle adressa de petites remarques apparemment anodines à chacun des personnages principaux, à George Linton, encore rongé par l'injustice de la suspicion envers M. Sims, le maître de poste nerveux envers Mme Price Ridley, et, bouche bée et pâle envers Oswald Trant, agité dans son coin de l'auberge. Elle s'exprimait avec sa douceur habituelle, semblant simplement curieuse, mais ses mots étaient choisis avec soin. Chaque remarque contenait une suggestion, un fragment d'information destiné à provoquer une réaction. « À George Clinton », murmura-t-elle. « Bien sûr, c'est souvent la personne la moins soupçonnée qui est reconnue coupable. » Il fulmina d'indignation, mais sa réaction fut honnête, sans calcul. « À M. Sims, observatoire, j'entends les choses les plus étranges arriver par la poste. On ne sait jamais ce qu'on livre. » Ses mains tremblaient si violemment qu'il faillit laisser tomber la lettre qu'il triait. « À Mme Price Ridley, dit-elle doucement, le pardon est un don précieux, bien qu'on le demande rarement, sauf si l'on a fait du mal. » La femme sursauta, les yeux brillants avant de retrouver son calme. Mais ce fut Oswald Trant qui trahit la réponse la plus révélatrice. Dans le salon du sanglier bleu, Miss Marple fait la remarque sur le ton de la conversation. « C'est curieux, n'est-ce pas? Comment un homme peut mettre en scène sa propre disparition, laissant derrière lui vêtements, clés et cartes pour tromper ceux qui le suivent? Après tout, un magicien serait le mieux placé pour créer de telles illusions. » La main de Trant se figea sur son verre. Son regard se posa sur elle, percé par une suspicion soudaine, puis se détourna. L'instant ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant. Il n'avait pas été surpris par l'idée d'un meurtre, mais par l'idée d'une disparition automise en scène. C'était le courage, pensa calmement Miss Marple, qu'il fallait exercer. La servante, elle aussi, en révéla davantage sous la direction attentive de Miss Marple. Dans un moment de silence, la jeune fille avoua que Grayling lui avait confié une instruction énigmatique. « Si jamais je disparais, garde le silence jusqu'à ce que la bonne personne pose la bonne question. » Ces mots, répétés nerveusement, frappèrent Miss Marple avec la clarté d'un son de cloche. Grayling s'était préparé à disparaître. Qu'elle soit volontaire ou forcée, il l'avait anticipé. Et il avait laissé derrière lui une traînée d'indices pour quelqu'un,
peut-être seulement pour qu'elle les suive. Tandis que Miss Marple rassemblait ses fragments, elle considérait la dame de cœur et l'as de pique trouvés dans le manteau, la dame de l'amour trahie, l'as de la mort. Des symboles, certes, mais aussi des messages. Si Grayling avait choisi ces cartes, c'était pour signaler la nature du péril qui le menaçait. Amour et trahison, fuite et finalité. Et quelqu'un au village, que ce soit Madame Price Ridley avec ses esquives, Sims avec sa culpabilité nerveuse, ou Trent avec ses mains cicatrisées, avait contribué à transformer l'illusion en réalité. Le moment était venu, décide Miss Marple, de passer à l'épreuve plus directe. Ce soir-là, elle invita un petit groupe à prendre le thé, une réunion apparemment amicale, mais en réalité une étape qu'elle avait elle-même créée. George Linton arriva, bourru mais disposé, désireux de laver son nom. Madame Price Ridley, après quelques hésitations, accepta, peut-être pour prouver son innocence. Monsieur Sims, visiblement mal à l'aise, ne put décliner l'invitation sans éveiller les soupçons. Oswald Trent, bien que réticent, se voit contraint d'y assister, attiré autant par la curiosité que par la peur. La table était dressée avec la nappe en dentelle, les tasses en porcelaine et une assiette de scone, comme d'habitude chez Miss Marple. La conversation s'engagea sur un ton léger, mais Miss Marple l'orienta doucement vers Grayling. Elle posa des questions apparemment futiles, se remémora des détails du spectacle, spécula sur le sens des illusions. Puis, à un moment soigneusement choisi, elle sortit la clé en laiton trouvée dans le manteau et la posa sur la table. « Quelle chose étrange !» dit-elle doucement, les yeux rivés sur son tricot. « Une clé sans serrure, à moins, bien sûr, de savoir où se trouve la boîte qu'elle ouvre. » Le silence qui suivit fut profond. George Linton marmonna quelque chose d'absurde. Madame Price Ridley halta. Monsieur Sims pâlit. Mais la réaction d'Oswald Trent fut la plus bruyante de toutes. Son visage se vida de ses couleurs, ses yeux fixés sur la clé comme si elle allait surgir et l'accuser. Il ouvrit la bouche, la referma, et finit par pousser un rire qui ne convainquit personne. Miss Marple sourit doucement, ses aiguilles claquant à nouveau. « Oui, murmura-t-elle, tellement curieuse. Les clés ont un pouvoir de déverrouillage bien plus grand que celui des portes, n'est-ce pas? Parfois, elles verrouillent des souvenirs. Parfois, elles libèrent la culpabilité. » L'assemblée se dispersa peu après, chacun perturbé à sa manière. Mais Miss Marple en avait assez vu. Le piège n'avait pas encore explosé, mais la faille dans l'illusion s'élargissait. Et à travers cette faille, elle savait que la vérité allait bientôt éclater, brutale, indéniable et mortelle. Le thé au cottage de Miss Marple avait laissé des traces. Bien qu'aucune accusation n'ait été formulée, chaque invité repartait avec le sentiment désagréable d'avoir été mis à l'épreuve. George Linton retourne au Blue Boar d'un pas lourd en marmonnant des histoires de vieilles dames. Madame Price Ridley s'éloigna précipitamment, le menton en avant, le regard fuyant comme une écolière coupable. Monsieur Sims tâtonna avec son chapeau et faillit l'oublier, tant il était déstabilisé par les insinuations discrètes de Miss Marple. Et Oswald Trent, silencieux et maussade, s'était attardé un instant de trop à la porte, le regard fixé sur la clé en laiton posée sur la table, comme si elle allait le suivre. Miss Marple elle-même resta assise un moment après leur départ, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. La pièce embaumait encore le léger parfum du thé et des scones, mais sous-jacent, elle percevait l'air plus vif de la peur. Elle avait touché des nerfs, elle l'avait lu sur leur visage, et cela suffisait. Pour l'instant, sa tâche était la patience. La vérité, une fois poussée, se révélait souvent brusquement. Le colonel Melchett appela le lendemain matin pour s'enquérir de la réunion. Il avait entendu dire, inévitablement, que Miss Marple avait une fois de plus joué les détectives. Sa moustache se hérissa lorsqu'il déclara qu'il était imprudent de s'immiscer dans les affaires de la police. Miss Marple, avec son humilité habituelle, reconnut qu'elle n'était qu'une vieille femme stupide. Pourtant, lorsqu'elle mentionna gentiment l'expression de M. Trent à la vue de la clé, la sévérité de Melchett s'adoucit. Il savait, comme tout le monde dans le comté, que la bêtise de Jane Marple avait le don de révéler ce que ces hommes avaient négligé. Pendant ce temps, de nouvelles rumeurs perturbent le village. Une rumeur se répandit selon laquelle Eleanor Vale avait bel et bien été aperçue à St. Mary Mid-By, une personne aussi étrange que Madame Price Ridley elle-même. Pressée de détails, elle balbutia avoir aperçu une femme vêtue d'un manteau sombre près du cimetière, au crépuscule, les traits obscurcis. Invention ou vérité, nul ne pouvait en être certain. Mais elle avait un but. Détourner le regard du village de Madame Price Ridley
et le porter sur le spectre d'Eleanor Vale. Miss Marple, cependant, nota attentivement le moment choisi pour cette affirmation. Trop opportun, pensa-t-elle. Une conscience coupable cherchait souvent à détourner les soupçons. Au sanglier bleu, Oswald Trent buvait plus qu'avant. On l'entendait parler à voix basse au propriétaire, affirmant qu'il était venu uniquement pour avertir Grayling et non pour lui faire du mal. Il était en danger, murmura Trent, à cause du passé, de vieux comptes non réglés. George Linton, peu subtil, le traita de menteur en face, et les deux hommes faillirent n'en venir aux mains avant d'être séparés. Cette dispute ne fit qu'aggraver le malaise des villageois. Un après-midi, Miss Marple, rentrant chez elle après ses courses, croisa la servante près de la grille du presbytère. La jeune fille était pâle et épuisée, les yeux rougis. À force de câlins, Miss Marple la persuada de faire un petit pas. Finalement, d'une voix hésitante, la servante lui avoua quelque chose qu'elle avait caché le soir de la représentation, en entrant dans le cabinet. Elle avait aperçu M. Grayling glisser un papier plié dans la doublure de sa cape. Elle n'y avait guère prêté attention sur le moment, mais maintenant, se souvenant du manteau retrouvé dans l'étang, elle réalisa que cela pouvait avoir de l'importance. Les yeux de Miss Marple brillèrent d'intérêt. Elle demanda à la jeune fille de lui décrire le papier, mais la servante ne put que lui dire qu'il était petit et soigneusement plié. Il avait l'air si solennel, madame, comme s'il s'agissait d'un objet important. Miss Marple la remercia gentiment, sentant que la jeune fille l'avait dit vrai. Grayling avait laissé des messages, des symboles, et peut-être même des instructions. Les cartes, la clé, le papier, tout est intentionnel. Le lendemain soir, Miss Marple rend une nouvelle visite au colonel Melchett. Elle parla doucement, presque sur un ton d'excuse, mais ses paroles étaient pleines de conviction. « Voyez-vous, colonel, ce n'est pas la seule disparition qui est curieuse, c'est la manière dont elle s'est produite. M. Grayling fut magicien toute sa vie. Disparaître était son art. N'aurait-il pas alors choisi de disparaître d'une manière qui raconte une histoire ?» Le colonel Melchett fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'il a mis ça en scène? Qu'il est encore en vie ?» Miss Marple hésita, ses aiguilles claquant doucement. « Je veux dire, colonel, que quelqu'un ait voulu nous le faire croire. Un manteau dans l'étang, des cartes dans la poche, une clé sans cadenas, autant de fragments d'histoire. Mais de qui est seule l'histoire? Celle de M. Grayling ou celle de son ennemi? » Cette question pesait lourdement sur Melchett, car il savait que ses paroles étaient insensées. L'inspecteur Slack, cependant, s'en moquait. Des histoires et des symboles, bah! Ce qu'il nous faut, ce sont des preuves tangibles, un corps, une arme, des aveux. Pourtant, même lui ne pouvait nier que les preuves semblaient trop artificielles, trop théâtrales. Ce fut Oswald Trent qui provoqua le choc suivant. Tard dans la nuit, il se présenta au presbytère, exigeant de voir la servante. Le révérend Clément lui refuse l'entrée, mais l'agitation de Trent est manifeste. « Elle sait quelque chose, s'écria-t-il, quelque chose que Grayling lui a dit, et si elle parle, nous serons tous ruinés. » L'explosion, entendue par le bedeau qui passait par là, se répandit comme une traînée de poudre dans le village au matin. Trent nia par la suite, mais le mal était fait. Miss Marple, apprenant cela, prit sa décision. Le moment était venu non seulement d'écouter, mais d'agir. Elle demanda au colonel Melchett d'organiser une petite réunion à la salle des fêtes, la salle même où Grayling avait donné sa dernière représentation. Il était tout à fait normal, dit-elle doucement, que la vérité soit révélée sur la scène même où l'illusion avait commencé. Melchett, bien que dubitatif, accepta. Il avait appris que les demandes de Miss Marple, aussi étranges soient-elles, étaient souvent porteuses de sens. La nouvelle du rassemblement se répandit rapidement, et le soir venu, un silence emplit la salle. Les villageois s'attroupent sur les bancs, les yeux écarquillés par la peur et la fascination. Sur l'estrade se tenaient le colonel Melchett, l'inspecteur Slack, le révérend Clément, et à côté, Miss Marple elle-même tricotait tranquillement. George Linton lançait un regard noir dans un coin, Madame Price Ridley, le dos raide. Dans un autre, M. Sims s'agitait près de la porte, et Oswald Trent pâle et tendu prenait place au premier rang. Miss Marple les observa tous d'un regard calme. Elle savait, ce qui allait suivre, rassembler soigneusement les fils, souligner avec douceur les détails négligés, révéler le motif caché dans l'illusion. Mais elle connaissait aussi le danger. Celui qui avait tant mis en scène la disparition de Grayling n'apprécierait pas d'être exposé. Pourtant, la vérité était patiente, et elle avait suffisamment attendu. Elle posa son tricot et joignit les mains. Le silence retomba dans la salle, les lampes projetant de longues ombres sur les murs.
Dans ce silence, Miss Marple s'apprêtait à livrer, non pas la révélation complète, mais le premier décryptage du tour du magicien. Et à ce moment-là, St. Mary Mead retient son souffle. La salle des fêtes, lieu si souvent de soupers de récolte et de joyeux bazars, affichait une atmosphère différente ce soir-là. Les lampes vacillaient sur le bois poli, projetant de longues ombres sur les bancs où les villageois étaient assis côte à côte. L'air vibrait d'impatience, car chacun savait que Miss Marple, si discrète et modeste qu'elle puisse paraître, avait convoqué ce rassemblement avec intention. La dernière fois qu'un tel événement s'était produit, des années auparavant, le voleur avait été démasqué de la même manière. Maintenant, des rumeurs parcouraient la foule ce soir-là. La vérité sur la disparition de M. Grayling allait éclater au grand jour. Le colonel Melchett se tenait au premier rang avec l'inspecteur Slack, tous deux affichant un air sévère, quoique pour des raisons différentes. Melchett souhaitait donner du sérieux à l'événement, tandis que Slack n'appréciait pas d'être réduit au rôle de spectateur, de ce qu'il considérait comme un spectacle de vieilles dames. Pourtant, même Slack ne parvenait pas à dissimuler une lueur de nervosité dans ses yeux. Il savait par expérience que le théâtre de Jane Marple avait tendance à se terminer avec la police qui se démenait pour le rattraper. Miss Marple elle-même était assise à sa place habituelle, son tricot sur ses genoux, l'air doux. Lorsque le murmure des voix s'apaisa, elle commença à parler, non pas fort, mais avec l'autorité calme de quelqu'un qui s'attend à être entendu. « Il a semblé à beaucoup d'entre nous, dit-elle, que la disparition de M. Grayling était l'œuvre de forces extérieures. Un scandale lié à son passé théâtral, peut-être, ou la vengeance d'Eleanor Vale. Mais je crois que l'affaire est à la fois plus simple et plus complexe. Ce n'est pas l'histoire d'inconnus, c'est l'histoire de Sainte Mary Mead. » Un frémissement parcourt les bancs. Madame Price Ridley se raidit, M. Sims joue avec son col, Oswald Trent fixe le sol. Miss Marple continua, ses aiguilles cliquetant doucement. Commençons par le manteau. Trouvé dans les temps, lesté et trempé. Trop pratique, trop théâtral. Un magicien saurait précisément comment tromper en laissant un tel vêtement. Mais l'étang se trouve dans une direction par rapport au mélèze, et pourtant un morceau de velours a été trouvé dans une haie, menant dans l'autre direction. Ce manteau n'était pas perdu, a été planté pour nous faire croire à la violence là où il n'y en avait pas. Elle tourna son regard vers les villageois, laissant le silence s'éterniser. Et puis, il y a la clé. Une clé solitaire en laiton, curieusement sans serrure. Les clés, voyez-vous, sont rarement portées seules. Elles font partie d'un jeu ou sont conservées près de l'objet qu'elles gardent. Cette clé était destinée à être trouvée, tout comme le manteau, un indice laissé pour tromper. Le colonel Melchett se pencha en avant. C'est alors Grayling lui-même qui met en scène la scène ? Miss Marple secoua doucement la tête. Pas Grayling. L'acte est astucieux, certes, mais il ne sert pas son objectif. Disparaître complètement, laissant derrière lui les symboles de la dame de cœur et de l'as de pique, c'était raconter une histoire non pas d'évasion, mais de trahison et de mort. Grayling était peut-être un artiste, mais il n'était pas l'auteur de cette illusion. Des cris de surprise parcoururent le couloir. Madame Bantry murmura à haute voix. « Mon Dieu, Jane recommence. » Miss Marple insista. Songez à la vision de la servante, celle d'une silhouette encapuchonnée à sa fenêtre. C'était pour l'effrayer, pour la faire taire. Mais elle se souvint d'une chose que M. Grayling lui avait dite s'il disparaissait, elle devrait attendre que la bonne question lui soit posée. Il pressentait le danger. Il laissait des messages, petits et subtils, mais réservés à quelqu'un qui savait regarder. Les cartes à jouer, le papier plié, les jetons clés, un avertissement, pas une malice. Son regard s'arrêta brièvement sur Oswald Trent, dont les épaules se voyaient. « Monsieur Trent, vous nous avez dit que Grayling craignait Eleanor Vale, qu'elle lui en voulait. Pourtant, comme il est curieux qu'un médaillon appartenant à Eleanor apparaisse ici, dans notre cimetière, à moitié enterré, comme pour être découvert. Trop curieux. C'était une fausse invention, aussi fausse que le manteau dans les temps. Le tour de quelqu'un qui connaît les méthodes de l'illusionnisme. » Trent releva brusquement la tête, la bouche ouverte pour protester, mais Miss Marple leva doucement la main. « Oui, monsieur Trent, vous vous êtes trahi en voyant la clé en laiton. Votre réaction n'était pas celle de la surprise face à un indice, mais celle de la reconnaissance. Vous saviez ce que c'était, le coffre verrouillé que Grayling gardait, le coffre que vous convoitez. Vous l'avez suivi jusqu'ici, peut-être pour en exiger les secrets, peut-être pour vous les approprier. Et face à sa résistance, vous avez cherché à le réduire au silence,
non par la violence ouverte, mais par l'art que vous avez appris ensemble sur scène. Déguisement, diversion, preuve dissimulée. Un spectacle pour un public de villageois. La salle s'est mise à chuchoter. L'inspecteur Slack a fulminé Voyons, on ne peut pas. Mais Miss Marple lui a coupé la parole, d'une voix ferme mais douce. Pourtant, vous avez dépassé les bornes, monsieur Tran. Car si vous vous souveniez des grands gestes, le manteau, les cartes, vous oubliez les détails. Vous avez noué le paquet avec un nœud de marin, peu courant dans notre village. Vous avez laissé échapper votre agitation au presbytère, exigeant que la servante soit réduite au silence. Et vous avez sous-estimé le souvenir d'une simple jeune fille qui avait vu Grayling glisser un papier plié dans sa cape. Ce papier, sans aucun doute, contenait la vérité sur son péril. Peut-être est-il encore caché, attendant d'être découvert. Mais votre culpabilité n'en dépend pas. Votre comportement vous a déjà trahi. Tran se leva brusquement, renversant sa chaise en arrière. « C'est un mensonge !» s'écria-t-il, la voix lourde de désespoir. « Grayling nous a tous piégés, il a tout planifié lui-même. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple étaient toujours là. Prévues, certes, mais seulement en partie. Il avait prévu de se protéger, d'échapper au danger. Mais il n'avait pas prévu la main qui transforma l'illusion en finalité. C'était vous, monsieur Tran. » La salle tomba dans un silence stupéfait. Les villageois restèrent bouche bée, tandis que le visage de Tran oscillait entre colère et peur. L'inspecteur Slack s'avança, la main tendue, mais Tran s'affaissa brusquement, son combat s'effondrant. Il avait ruiné Eleanor, murmura-t-il d'une voix rauque. Il l'avait laissée sans rien. Elle était morte dans la pauvreté, tandis qu'il jouait l'innocent. Il ne méritait pas la paix, pas après ce qu'il avait fait. Le visage du colonel Melchett se durcit. Vous êtes donc venu ici pour régler vos comptes. Les épaules de Tran s'affaissèrent. Je voulais seulement l'effrayer, lui faire rendre ce qu'il devait. Mais il résista. Il était fragile, certes, mais fier. Trop fier. Puis il s'interrompit, incapable de continuer. Miss Marple, avec une douceur infinie, laisse son tricot de côté. La vengeance, monsieur Tran, ne nous appartient jamais vraiment. Elle consomme plus qu'elle ne restaure. Grayling n'était pas innocent, mais il n'était pas non plus irréparable. Vous, en revanche, avez choisi de vous faire bourreau. L'inspecteur fit signe à ses hommes, et Tran fut placé en garde à vue, ses protestations résonnant dans la salle. Les villageois observèrent la scène, stupéfaits, certains avec pitié, d'autres avec une satisfaction sinistre. L'illusion avait pris fin et la vérité était là. Miss Marple, ajustant ses lunettes, parla doucement dans le silence. C'est toujours ainsi avec les tours de passe-passe. Ils éblouissent, ils déroutent, mais au final, le plus petit détail les démasque. Et le plus petit détail de tous, c'est la nature humaine. On ne peut s'empêcher de se révéler, même au cœur, de la tromperie. La salle se vida lentement après cela. Les villageois s'apaisèrent, leur curiosité satisfaite, mais leur morale s'apaisa. Ils étaient devenus chercher le spectacle, mais ce qu'ils avaient vu était une tragédie. Seule Miss Marple demeura calme, rassemblant son tricot comme si elle n'avait rien fait d'autre que ranger après le thé. Elle savait cependant que l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Restait à guérir les séquelles, mais le souvenir persisterait. Et quelque part parmi les effets de Grayling, peut-être encore caché dans les plis de sa cape ou dans le secret de son coffre verrouillé, le dernier mot de son histoire attendait d'être découvert. Mais cela, pensa Miss Marple en pénétrant dans la fraîcheur nocturne, appartenait à demain. Ce soir, St. Mary Mead avait eu assez d'illusions. Le lendemain matin, l'aube était claire et lumineuse, comme si le ciel de St. Mary Mead cherchait à dissiper les ombres de la nuit précédente. Pourtant, sous la lumière dorée du début de l'été, le village était plus calme et plus lourd. La vérité avait été dite à la salle des fêtes. Oswald Trent avait été emmené, ses protestations s'étant évanouies. L'illusion du magicien avait pris fin, laissant derrière lui non pas l'émerveillement, mais le chagrin. Au Blue Boar, les clients arrivaient à contre-cœur. George Linton se tenait derrière le comptoir, la mâchoire serrée, même si le soulagement était évident dans son regard. Le nuage de suspicion qui planait sur lui depuis une semaine s'était dissipé, mais la douleur d'avoir été accusé si facilement persistait. Les villageois, gênés d'avoir cru au ragot, murmuraient des excuses en buvant leur pinte, mais pas avec autant de sincérité. Miss Marple, passant par là, offrit à George un sourire aimable et un mot rassurant. « On voit vite les défauts des autres, George. » Mais la vérité, comme souvent, finit par éclater. Son hochement de tête bourru dissimulait de la gratitude, mais sa voix était rauque lorsqu'il répondit
Oui, Miss Marple. Vous m'avez rendu, à moi et aux miens, un service que je n'oublierai pas. Madame Price Ridley, en revanche, ne s'aventura pas dans la rue principale ce matin-là. La révélation de ses esquives avait été moins dramatique que la chute de Tran, mais elle n'était pas passée inaperçue. Ses évocations d'une rencontre avec Eleanor Val sonnaient désormais creux, une tentative évidente de détourner les soupçons. Elle resta chez elle, rideau tiré, nourrissant son humiliation en privé. Mademoiselle Marple, qui ne lui en voulait pas, se disait que l'orgueil était souvent une prison plus dure que n'importe quelle cellule. La servante du presbytère, bien que bouleversée, semblait plus légère maintenant que le poids de la peur s'était envolé. Elle ne sursaute plus devant les ombres dans le chemin, et l'épouse du révérend Clément parla chaleureusement de son courage. Pourtant, Miss Marple remarqua la tristesse persistante de la jeune fille. Elle avait confiance en M. Grayling, expliqua l'épouse du pasteur, à sa manière enfantine. Le voir anéanti par la vengeance l'avait profondément frappée. Mademoiselle Marple hocha la tête, l'innocence, une fois perdue, ne pouvait être retrouvée, mais elle pouvait être adoucie par la gentillesse. Elle résolut de rendre souvent visite à la jeune fille afin de l'aider à retrouver une vie normale. Quant à M. Grayling, son sort fut enfin révélé. Après les aveux de Tran, une fouille des berges de l'étang et des bois au-delà des mélèzes permit de découvrir son corps, dissimulé sous les broussailles, là où il était resté invisible. La découverte choqua le village, mais ne surprit pas Miss Marple. Elle avait su, dès l'instant où elle avait entendu parler du manteau dans l'étang, qu'un indice aussi théâtral cachait quelque chose de réel et de sinistre. La clé en laiton et le papier plié dans sa cape furent bel et bien retrouvés la clé d'une boîte cabossée sous son plancher. Le papier, un court mot écrit d'une main tremblante. « Si je disparais, cherche la vérité non dans les tours, mais dans mon passé. » La boîte elle-même contenait des reliques de ses affiches de carrière, des lettres et une dernière preuve accablante. Une lettre d'Eleanor Vale, écrite des années auparavant, accusant Grayling de trahison dans l'affaire du collier disparu. Elle ne prouvait pas sa culpabilité, mais témoignait de l'amertume qui l'avait poursuivi. Pour Tran, cela avait été une raison suffisante pour se venger, une justification à la violence. Miss Marple étudie la lettre avec une tristesse silencieuse. Les vies humaines, songea-t-elle, ne sont pas de simples jeux du bien et du mal. Elles sont un enchevêtrement d'orgueil, de jalousie, d'ambition et de regret. Grayling n'était pas innocent, mais il ne méritait pas non plus le sort qui l'attendait. Les funérailles furent discrètes, auxquelles assistèrent les villageois davantage par devoir que par affection. Il n'y avait pas de personnes en deuil venues de Londres, pas de vieux amis de Seine, seulement le respect discret de ceux qui l'avaient connus brièvement et imparfaitement. Le vicaire parla de rédemption et de pardon, sa voix résonnant dans l'église, tandis que Miss Marple était assise, la tête baissée, ses pensées bien au-delà des mots. Elle pensa à l'as de pique et à la dame de cœur, aux messages laissés comme des miettes de pain à ceux qui voulaient bien les voir. Grayling avait craint la trahison, et il avait eu raison. Pourtant, même à sa dernière heure, il avait tenté de laisser derrière lui un indice, une infime chance de découvrir la vérité. Par la suite, la vie à St. Mary Mead reprend son cours, non sans laisser de traces. L'Institut des femmes se réunit de nouveau, d'abord prudemment, les bavardages étouffés. Les jardins furent entretenus, les commérages reprirent, mais avec une méfiance renouvelée. Les villageois avaient vu avec quelle rapidité le soupçon pouvait se muer en cruauté, avec quelle facilité un homme pouvait être condamné sans preuve. Ils parlaient plus bas maintenant, et leurs regards s'attardaient plus longuement sur leurs voisins, comme s'ils cherchaient à lire dans les profondeurs cachées. Le colonel Melchett et l'inspecteur Slack déclarèrent l'affaire close, bien que Slack grommelant qu'il avait fallu des paroles en l'air et des aiguilles à tricoter pour résoudre ce qui aurait dû être son triomphe. Melchett, cependant, remercia solennellement Miss Marple. « Vous voyez ce que les autres ne voient pas, Miss Marple, » admit-il. « Les plus petits détails, les broutilles, vous mènent là où la raison seule ne peut rien. » Elle inclina modestement la tête, se contentant de répondre « Ce n'est qu'une simple observation, colonel. Après tout, la nature humaine est à peu près la même qu'à St. Mary Mead qu'ailleurs. » Ce soir-là, Miss Marple retourna à son cottage, le village silencieux sous la lumière déclinante. Elle posa son bonnet, posa son tricot sur la table et s'assit près de la fenêtre avec son thé. Dehors, le monde semblait inchangé. Les enfants jouaient, la cloche de l'église sonnait, les rosiers de son jardin grimpétaient comme toujours. Pourtant, intérieurement, elle ressentait un mélange familier de tristesse et d'acceptation. Une autre énigme avait été résolue, une autre illusion mise à nu,
une autre vérité révélée. Elle repensa à la vie de M. Grayling, à la fierté de la scène, à l'amertume des vieux scandales, à la tentative désespérée de déjouer les conséquences du passé. Il avait vécu d'illusions, et finalement, ce fut une illusion qui lui coûta la vie. Oswald Trent avait exercé sa vengeance au nom d'Eleanor Vell, mais la vengeance, pensa Miss Marple, ne servait jamais vraiment les morts. Elle ne faisait qu'enchaîner plus étroitement les vivants à leur colère. Tandis que les ombres s'allongeaient sur le chemin, Miss Marple se murmura qu'il n'y avait pas de tour parfaite, seulement des vérités parfaites. Et la vérité finit par éclater, même cachée dans les plis du velours ou le jeu des cartes. Elle sirota son thé, l'air serein. Demain serait une nouvelle journée à St. Mary Mead, avec ses petites querelles et ses joies, ses ragots et sa grâce. Mais ce soir, le village reposait, convaincu que même l'illusion la plus astucieuse ne pouvait résister au regard paisible d'une vieille femme tricotant. Et avec cela, l'énigme du magicien de Scène à la retraite a été résolue.